Cette semaine, dans le procès explosif de Sean Diddy Combs, tout a changé. Des visages familiers ont surgi de nulle part. Des révélations intimes ont secoué la salle d'audience. Et une fois encore, c'est Jane, l'ancienne partenaire et victime présumée, qui a dominé les débats. Sauf que, cette fois, les choses ont pris un tournant inattendu. Plus qu'un témoignage, c'était une confession, un cri, un déchirement en direct face à un public suspendu à ses mots. Mais elle n'était pas la seule à occuper le devant de la scène. Derrière les regards, derrière les flashs, une silhouette inattendue a semé le trouble. Kanye West. Oui, Kanye lui-même, dans les couloirs du tribunal, alors que les murs vibraient des mots freak-off, dominance et violence. Son apparition, brève mais marquante, a suffi à retourner toute l'attention médiatique. La semaine a été marquée par 3 jours d'audience intenses. Le public, les avocats, même les jurés semblaient changer de posture à mesure que les mots devenaient plus lourds, plus crus, plus chargés. Des preuves ont été montrées. Des messages ont été lus. Et à plusieurs reprises, la voix de Jane s'est brisée. Alors que le procès entre dans une nouvelle phase avec la reprise prévue ce lundi, il est temps de revenir sur ces journées marquantes. Voici le résumé complet de la semaine 3 du procès Diddy, du jour 21 au jour 23. Et tout commence avec un retour que personne n'oubliera. Elle est entrée dans la salle d'audience vêtue sobrement, le regard droit, mais son visage trahissait une fatigue. Pas une fatigue physique, une fatigue plus profonde, celle qui vient quand on sait qu'on va replonger dans des souvenirs qu'on essaie d'oublier depuis des années. Jane est revenue à la barre plus déterminée, mais aussi plus vulnérable. Elle a repris le fil de son témoignage là où elle s'était arrêtée. Les freak-offs, ce mot qu'elle répète depuis plusieurs jours, désigne selon elle des séances où Diddy la forçait à avoir des relations sexuelles devant lui, parfois avec des prostituées, parfois avec des amis à lui, tout en la filmant ou en la regardant. Elle explique que ces sessions étaient une forme de test, un moyen pour lui de mesurer jusqu'où elle était prête à aller pour le satisfaire. Elle raconte une scène en particulier. Une nuit à Las Vegas. Diddy l'aurait emmenée dans une suite d'hôtels, lui aurait donné de l'ecstasy, puis l'aurait obligée à participer à un de ses freak-offs, cette fois avec 2 hommes qu'elle ne connaissait pas. Elle dit s'être sentie comme un objet, vide, perdu. Elle ajoute « Je ne pouvais pas dire non. C'était soit ça, soit je perdais Teddy tout. » Mais ce n'est pas cette scène qui a brisé la salle. C'est un échange de textos. L'avocat de la défense lui tend une pile de messages échangés avec Diddy après cette nuit. Dans ces messages, elle lui écrit « Je pense à toi chaque nuit. Tu me manques. Je suis encore tienne. » Le ton de la salle change. Les jurés lèvent les yeux. Certains murmures fusent dans le public. Jane lit ces mots à voix haute. Et soudain, elle s'arrête. Sa voix tremble. Elle fond en larmes. Elle pose la feuille. Elle souffle. Elle s'excuse encore et encore. Elle s'effondre à la barre, répétant « Je ne comprends pas pourquoi j'ai écrit ça. Je ne comprends pas pourquoi je l'aimais encore. » Ce n'était plus un témoignage. C'était une chute. Et la défense, elle, en profite. Le lendemain, les avocats de Diddy reviennent sur ces mots. Et Jane ne nie rien. Elle confirme ce que tout le monde a entendu la veille. Oui, je pense qu'à ce moment-là, je l'aimais encore. Elle n'essaie pas de se défendre. Elle ne cherche pas à reformuler. Elle assume. Elle explique qu'elle vivait sous une emprise affective, que malgré les abus, malgré les humiliations, elle avait développé une forme de dépendance émotionnelle. Elle le décrit comme un pouvoir invisible, une toile d'araignée dans laquelle elle était coincée. C'est difficile à expliquer. Quand quelqu'un vous détruit, mais qu'il est aussi la seule personne à vous faire vous sentir vivante, vous finissez par l'aimer, même quand ça vous détruit. Elle évoque une lettre non envoyée, qu'elle avait écrite à Diddy après un énième freak-off. Une lettre où elle ne l'accusait pas. Non, elle le suppliait de redevenir celui qu'elle croyait connaître au début. Je lui écrivais que j'étais désolé de ne pas être à la hauteur. C'est fou quand j'y pense. J'étais celle qui s'excusait. Cette partie du témoignage a retourné la salle. Certains observateurs y ont vu la preuve que Jane n'était pas crédible. D'autres, au contraire, ont compris l'étendue du traumatisme. L'amour mêlé à la peur, la confusion d'une victime enfermée dans une relation toxique. Mais une chose est sûre, l'émotion était réelle, et la défense comptait bien s'en servir. Ce jour-là, la défense contre-attaque, avec une stratégie bien rodée.
montrer que Didi n'était pas un prédateur, mais un homme généreux, protecteur et amoureux lui aussi. Il commence par révéler des transactions bancaires. Didi aurait payé pendant plusieurs mois le loyer de Jane, ses frais médicaux, des vêtements de luxe, des dîners coûteux et même les billets d'avion pour ses voyages. Sur le papier, il ne l'exploitait pas. Il prenait soin d'elle. Puis viennent les cadeaux. Montre Cartier, sac Chanel, virement de plusieurs milliers de dollars. L'avocat pose la question. Pourquoi un homme violent ferait tout cela? Jane ne baisse pas les yeux. Elle répond « C'est comme ça qu'il m'achetait. C'est comme ça qu'il me gardait à lui. » Elle ajoute que chaque cadeau venait avec une dette invisible, une attente, un rappel qu'elle lui appartenait, qu'il pouvait lui reprendre tout, à tout moment. Et ce n'était aussi pas que des choses matérielles. Jane raconte qu'après chaque crise, chaque épisode de violence ou de domination, Didi se montrait tendre. Il pleurait parfois. Il disait qu'il l'aimait, qu'il allait changer, et elle le croyait, parce que les excuses étaient belles, parce que les cadeaux faisaient oublier les coups, et parce que, comme elle le dit elle-même, quand quelqu'un vous détruit en vous tenant la main, vous avez envie de croire qu'il tient à vous. La tension dans la salle devient palpable. Ce n'est plus un simple procès. C'est un combat entre deux vérités. L'une écrite dans les messages, l'autre racontée dans les larmes. Et pendant que la défense tente de construire l'image d'un homme généreux, d'autres témoignages s'apprêtent à pulvériser cette illusion. Après le témoignage émotionnel de Jane, le tribunal s'apprêtait à entendre d'autres voix. Et c'est là qu'un nom inattendu surgit, Capricorn Clark, ancienne directrice de la stratégie pour Combs Enterprises, l'empire de Didi. Son arrivée dans la salle ne passe pas inaperçue. Cheveux tirés, ton assuré, elle ne tremble pas. Elle annonce d'entrée « J'ai vu des choses que je ne peux plus garder pour moi ». Et elle commence à déballer ce qu'elle appelle la culture de la peur instaurée par Didi au sein de ses équipes. Selon elle, tout le monde savait ce qu'il se passait, mais personne ne disait rien. Par peur de perdre son job, par peur de se mettre Didi à dos, par peur tout court. Elle décrit des crises violentes, des colères démesurées, des intimidations en privé, mais aussi devant tout le monde. Elle évoque des assistants terrorisés, des scènes où il faisait hurler des employés pour un détail, et puis elle glisse une bombe. J'ai vu des femmes quitter les locaux en larmes, certaines avec des bleus visibles. Elle ne donne pas de nom, mais le message est clair. Et ce n'est pas fini. Le témoignage suivant est encore plus dur. On l'appelle Mia, un pseudonyme. Elle est floutée, sa voix est modifiée. Elle dit avoir travaillé avec Didi dans un cadre privé, sans plus de détails. Ce qu'elle raconte ensuite glace le sang. Elle décrit une soirée où Didi, sous l'effet de stupéfiants, aurait exigé une performance sexuelle en présence de plusieurs personnes. Quand elle a refusé, il serait devenu agressif, l'aurait saisi par le bras, menacé, puis, selon ses mots, l'aurait forcé. Le tribunal se fige. Certains détournent le regard. L'ambiance devient pesante. Les avocats de thèse en retraite de la défense tentent d'intervenir, de faire taire certaines parties du témoignage. Mais le juge laisse passer. Il veut entendre. C'est un tournant. Jusque-là, l'affaire tournait autour de Jane. Mais ces nouveaux témoignages montrent que les allégations dépassent largement une seule relation toxique. Et ils laissent entrevoir un schéma répétitif. Mais ce n'était pas la dernière secousse de la semaine. Jeudi, un nom inattendu surgit dans la bouche d'un témoin. Kid Cudi. Tout commence par un échange tendu entre l'accusation et un ancien proche de Didi qui décrit les méthodes musclées du producteur. Puis, presque comme un lapsus volontaire, il glisse. Même Kid Cudi a failli y laisser sa voiture. La salle réagit immédiatement. Les avocats lèvent les yeux. Et très vite, les médias s'emballent. On apprend alors que l'un des conflits entre Didi et Kid Cudi aurait dégénéré au point que la voiture de Cudi, une Porsche, a littéralement explosé dans l'allée de son domicile. Et ce n'est pas une rumeur. Des photos sont montrées. L'enquête n'a jamais abouti à une accusation officielle, mais les soupçons ont toujours été là. Lors d'une interview antérieure, Kid Cudi avait déjà évoqué cet épisode mystérieux, sans jamais citer Didi nommément. Cette fois, son nom est lâché au tribunal. Et la tension devient palpable. Dans la salle, les avocats de la défense tentent d'interrompre le témoin. L'accusation, elle, jubile. Elle veut montrer que la violence de Didi n'était pas réservée à ses partenaires intimes,
mais pouvait aussi viser ses concurrents, ses anciens amis ou ceux qui osaient le défier. Le plus fou, le témoin dit avoir entendu Diddy se vanter de l'incident. Tu veux finir comme la Porsche de Cudi? Aurait-il lancé un jour à un assistant? Et ce n'est pas un hasard si, depuis ce jour, Kid Cudi qualifie Diddy de super vilain dans plusieurs interviews. Il ne l'a jamais attaqué en justice, mais son regard et ses silences ont toujours tout dit. Le tribunal, lui, découvre une nouvelle facette de Sean Combs. Pas seulement un homme violent, mais un homme dangereux, capable de faire peur à des gens célèbres, riches, influents. Et le lendemain, un autre nom va tout bouleverser. Vendredi, l'ambiance est étrange, presque électrique. La salle d'audience est pleine à craquer. Les journalistes sont tous là, les photographes aussi. Et soudain, une silhouette entre discrètement. Casquette noire, veste blanche, aucun mot, juste une présence. Kanye West. Il ne prend pas la parole. Il ne s'assoit même pas dans la salle principale. Il reste dans une pièce attenante. Mais il est là. Et tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Et surtout, tout le monde se demande pourquoi maintenant. L'apparition de Kanye dure moins de 40 minutes. Et pourtant, c'est tout ce que les médias retiendront du jour 23. Certains évoquent un soutien à Diddy. D'autres parlent d'un coup médiatique. Quelques rumeurs disent qu'il aurait eu peur que son nom ressorte dans les témoignages. Mais ce qui est sûr, c'est que son timing est troublant. La veille, plusieurs déclarations faisaient allusion à un rappeur très célèbre qui aurait participé à une soirée avec Diddy et un travailleur du sexe masculin. Le nom de Kanye n'a jamais été dit à voix haute, mais il planait, comme un fantôme. Alors, coïncidence? Prévention? Coup de pression? Une chose est sûre, sa présence a tout changé. Le public ne regardait plus Jane. Il ne regardait plus le juge. Il regardait cette porte par laquelle Kanye était entré. Et même s'il n'a rien dit, il a tout dit. Alors que le tribunal tentait encore de digérer l'irruption de Kanye West, une autre surprise, plus discrète mais tout aussi perturbante, est venue secouer la procédure. Un juré a été remis en question. L'un des membres du jury aurait donné une adresse de résidence qui ne correspondrait pas à la réalité. Rapidement, la défense s'est engouffrée dans cette faille. Ils ont exigé son remplacement immédiat, prétextant un biais potentiel, voire une fausse déclaration sous serment. Mais ce qui rend cette affaire encore plus tendue, c'est que ce juré en question faisait partie de la minorité dans ce groupe. Et l'accusation n'a pas hésité à contre-attaquer. Vous cherchez à affaiblir la diversité du jury parce que vous sentez que le vent tourne contre vous. La salle est devenue glaciale. Le juge, visiblement agacé par les manœuvres, a pris le temps de réfléchir avant de trancher. Il a maintenu le juré pour l'instant, mais a prévenu la moindre irrégularité prouvée et il sera remplacé. Mais ce petit événement en apparence administratif a semé une forme de panique dans la salle. Car s'il y a un changement, cela pourrait modifier complètement la dynamique du groupe, voire rallonger le procès. Et certains observateurs ont même évoqué la possibilité d'un recours en cas de verdict contesté. Une chose est sûre, à ce stade du procès, la moindre fissure peut devenir une faille énorme. Pendant ce temps, Diddy, lui, restait impassible, en apparence du moins. Ce que beaucoup redoutaient est en train de se produire. Le procès Diddy commence à ressembler à un spectacle. Depuis l'apparition de Kanye, les couloirs du tribunal ne désemplissent plus. Des influenceurs, des journalistes venus du monde entier, des fans en quête d'un selfie. L'atmosphère devient étrange, presque irréelle. On parle d'un procès pour des faits d'une gravité extrême, mais dans les gradins, certains ont l'impression d'assister à un défilé de célébrités. Des membres de la famille Combs sont aussi présents. L'un des fils de Diddy aurait même été aperçu dans la salle d'attente. Jimmy Kimmel, dans son talk-show, a ironisé en disant « On dirait qu'ils font des allers-retours, comme si c'était un brunch chez Nobu. » Mais pour les victimes présumées, pour les témoins, pour les avocats, ce n'est pas un jeu. C'est une bataille. Et à chaque instant, les regards, les caméras, les commentaires extérieurs peuvent influencer le climat à l'intérieur de la cour. Et ce climat, justement, change. Chaque pause est remplie de murmures. Chaque entrée de témoin est scrutée comme une montée sur tapis rouge. Même certains avocats semblent jouer leur rôle avec un peu plus de présence. Comme si tout le monde, à sa manière, avait compris qu'il ne s'agissait plus seulement de justice, mais aussi d'image. On sent que tout le monde commence à marcher sur des œufs. Chaque geste est scruté, chaque mot pesé.
Et au cœur de cette tornade médiatique, une question reste en suspens. Que va-t-il se passer lundi, cette semaine? Le procès de Diddy a pris une tournure plus intense, plus humaine, mais aussi plus inquiétante. Jane a montré ses failles, son amour toxique, son courage. D'autres témoins ont dessiné un tableau plus large d'un homme au pouvoir destructeur. Et au milieu de ce chaos, des figures comme Kanye West, Kid Cudi ou Capricorn Clark sont venues ajouter des pièces à un puzzle que le public tente encore de comprendre. Mais le plus troublant, c'est que, malgré tout ça, on n'a peut-être encore rien vu. Lundi, le jour 24 reprendra avec, selon les rumeurs, le témoignage d'un ancien agent fédéral. Et certaines sources parlent déjà d'une possible vidéo qui pourrait être présentée à la cour. Une vidéo que personne n'a encore vue. Une vidéo qui, selon un avocat, changerait à jamais la perception de cette affaire. Alors, si vous suivez cette affaire, ne manquez pas le jour 24. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce qu'on a entendu cette semaine. Jane est-elle crédible? Kanye a-t-il voulu brouiller les pistes? Et surtout, pensez-vous que Diddy va tomber? La suite, dès lundi.